Bonjour, vous êtes les bienvenus à cette présentation pour le calcul du champ électrique ou du champ électrostatique qui est produit par un fil infini. Donc, sachant qu'il y a deux méthodes de calcul, il y a la méthode directe et puis il y a la méthode indirecte via le théorème de Gauss. Donc, nous allons appliquer le théorème de Gauss dans ce calcul-là. Donc, le théorème de Gauss il se calcule de la manière suivante. À travers le flux du champ électrique à travers une certaine surface, d'une part, elle est écrite comme l'expression double intégrale du champ E scalaire d de S. D'autre part, c'est la charge Q intérieure qui se trouve à l'intérieur du volume, puisque une surface fermée fait l'objet d'un volume, et le tout divisé par epsilon 0. Donc, énoncé. Donc, la question, c'est déterminer le champ EM créé par un fil rectiligne infini uniformément chargé de densité linéique lambda en tout point de l'espace, en dehors du fil bien évidemment, en appliquant le théorème de Gauss. Par la suite, on vous demande de calculer le potentiel électrostatique. Donc, je prends le cas d'un fil infini. Il est allongé sur le long de l'axe Z et il est chargé par une densité linéique de charge, lambda, qui est constante, et on désire calculer le champ produit par ce fil en un point M quelconque de l'espace. Ce point M il est repéré par une distance directe R entre ce point-là, enfin la distance directe avec le fil. Donc, méthode de résolution. Donc la première chose à faire, ou la première étape à faire pour le calcul du champ électrostatique, c'est détermination de la direction du champ électrostatique. Donc la détermination du champ électrostatique se base essentiellement sur la détermination d'éventuels plans de symétrie, d'éventuels plans d'antisymétrie. Donc un plan de symétrie pour la distribution de charges et d'éventuels plans d'antisymétrie pour les distributions de charges. Un principe de Curie il est important. Lorsque certaines causes, entre parenthèses, lorsque je parle de cause, je parle de distribution de charges, indépendamment de leur nature, que ce soit linéique, surfacique, volumique. Lorsque ces causes produisent certains effets et les effets ce sont les champs électriques ou bien les potentiels électrostatiques, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. C'est-à-dire que, d'après ce principe-là, les plans de symétrie et les plans d'antisymétrie de la charge sont aussi des plans de symétrie et de plans d'antisymétrie du champ électrostatique. Rappelle tout d'abord, c'est quoi un plan de symétrie? Donc, un plan de symétrie, c'est un plan où la charge est convertie en une charge identique. Un plan d'antisymétrie, c'est lorsque la charge est convertie en une charge opposée. Donc, par la suite, si une distribution de charge admet un plan d'antisymétrie, alors le champ électrostatique est perpendiculaire à ce plan. Ça, c'est très important parce que ça va simplifier considérablement le calcul. Donc, si on a un plan d'antisymétrie, malheureusement, c'est un plan qui est, on va dire, c'est très, très difficile de le retrouver dans les applications de calcul du champ électrostatique. D'accord? Ils sont très rares. Généralement, on trouve des plans de symétrie. Donc, si on arrive à trouver un plan d'antisymétrie, il est clair que le champ E sera perpendiculaire à ce plan-là. Alors que si on trouve une distribution de charge admet un plan de symétrie, là, on va dire que le champ il est contenu dans ce plan. Et là, c'est un petit peu difficile pour bien localiser le champ. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher au moins deux plans de symétrie. Ça peut nous aider à préciser la direction du champ électrostatique. Maintenant, je prends le fil, voilà, je prends notre point et je passe au choix du système de coordonnées. Donc, le système de coordonnées que nous allons adopter ou adapter, il est tout à fait, on va dire, il y a une certaine cohérence avec la distribution de charge qui est linéique. Il est invariante par rotation autour du fil. Il est invariante, c'est-à-dire quel que soit le mouvement que je fais autour de l'axe du fil, on va voir que la distribution ne change pas.
et il ne va pas changer également lorsque je fais un mouvement de translation le long de l'axe Z, d'accord, l'axe du fil. Et par conséquent, je vois mieux, il n'y a pas mieux que les coordonnées cylindriques pour les utiliser ici. Donc je les représente sur le schéma, les coordonnées cylindriques UR, Uθ et UZ. Et voilà notre système de coordonnées cylindriques qui a été adapté. Donc là, il y a une explication. Qu'est-ce qu'on va dire par les systèmes de coordonnées cylindriques? Donc, maintenant, passons au plan de symétrie. Donc, le plan de symétrie, il y a un premier plan. La première chose, c'est que il faut que ce plan-là passe par le point M. D'accord? Donc, si je veux construire un plan de symétrie, la première chose à faire, il faut que ce point-là passe par le point M et qu'il soit repéré par deux vecteurs. C'est comme ça que je vais définir mes plans de symétrie ou bien mon plan de symétrie. Donc, dans le cas du fil infini, le premier plan de symétrie, c'est le plan π1. C'est un plan qui passe par le point M et qui est repéré par les vecteurs UR et Uθ. C'est-à-dire, c'est un plan qui transforme une charge en elle-même. Maintenant, il y a un autre plan de symétrie, c'est le plan π2. Celui-ci passe par le point M, mais il est repéré par les vecteurs UR et UZ. Le voilà en vert. Donc, si on a dégagé deux plans de symétrie, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que le champ EM appartient simultanément aux deux plans π1 et π2. Donc, ils appartiennent à leur intersection. Donc, il est clair que le vecteur commun aux deux plans est le vecteur UR. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que le champ E, il n'admet qu'une seule composante, c'est suivant UR. Donc, on connaît maintenant la direction, on connaît comment le champ il est dirigé suivant UR, mais on ne connaît pas le sens. Est-ce qu'il est dirigé suivant plus UR ou moins UR? Deuxième étape à faire, c'est la détermination de la dépendance de la norme du champ EM. C'est ce qu'on appelle l'invariance. Est-ce que le champ va dépendre des trois coordonnées cylindriques, de deux coordonnées ou d'une seule coordonnée? Bon, le champ EM ne dépend pas de Z, car la distribution ne dépend pas de Z. Le mouvement que je fais de translation le long de l'axe Z ne va pas changer dans la charge du fil, et par conséquent, le champ E ne dépend pas de Z. La rotation qu'on peut effectuer autour du fil ne va pas changer dans la distribution de charge. Et par conséquent, le champ ne va pas dépendre également de θ. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va dire? Que le champ E ne sera fonction que d'une seule coordonnée, qui est la coordonnée R. Ça, c'est très très important. Et on peut écrire maintenant que notre champ EM, c'est un vecteur à une seule composante, et cette composante est suivant UR, et la dépendance elle est uniquement en fonction de R. Application du théorème de Gauss est l'étape finale. Donc, le flux du champ électrostatique à travers toute surface fermée est égal à la charge contenue dans le volume délimité par la surface fermée divisé par epsilon 0. D'accord? Avec S, c'est un vecteur surface dirigé vers l'extérieur de la surface. La première chose à faire, c'est le choix de la surface de Gauss. Donc, les surfaces géométriques de Gauss et les surfaces géométriques de symétrie de charge sont toujours les mêmes. Quels sont les critères pour choisir les surfaces de Gauss? Donc, il y a trois critères. Le premier critère, il faut que la surface de Gauss passe par le point M, sur lequel nous allons calculer le champ E. Il vaut mieux que, deuxième critère, il vaut mieux que les vecteurs E et ds soient parallèles ou soient perpendiculaires. S'ils sont parallèles, on va voir que leur produit scalaire est égal à 1.
s'ils sont perpendiculaires, leur produit scalaire égale à 0. Donc, il y a une sorte de simplification. Troisième critère, il faut que la norme de E soit constante par rapport à cette surface de Gauss pour faire sortir le champ E de l'intégrale double. Donc voilà la vue globale. Donc je prends un cylindre comme surface de Gauss. Il a une certaine hauteur h. Nous avons trois surfaces, deux surfaces planes S1 et S2 qui sont définies par les vecteurs sortants et une surface latérale qui est définie par le vecteur D2SL. Maintenant, on applique le théorème de Gauss. Donc le flux se décompose en trois flux. J'ai plus des flux sur des surfaces fermées parce que la surface fermée elle a été décomposée en des surfaces ouvertes. Donc, vu la propriété que le E et le 2S soient parallèles, donc la première intégrale est nulle, la deuxième intégrale est nulle, et donc ça ne reste que le flux. Il se résume à une surface latérale qu'on peut faire sortir le ER parce qu'il ne dépend pas de la surface de Gauss. D'accord? Parce que la surface de Gauss, elle a un certain rayon, il est constant, donc je peux faire sortir, et donc ça va nous donner cette relation-là. Et cette quantité de pi RH, c'est la surface d'un cylindre. Donc, voir un petit peu dans la littérature. Donc, calcul de charge Q intérieure. Donc, quelles sont les charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss? Donc, ils sont localisés que sur le fil. D'accord? D'accord? Donc, on doit travailler qu'avec les charges qui sont localisées dans le fil, enfin, dans le cylindre de Gauss et non pas sur tout le fil. Parce que si je travaille avec le fil entier, je n'ai plus de surface fermée. Donc, j'applique cette relation-là. Ça nous donne que la charge Q intérieure. Finalement, c'est lambda d de L. Et lambda, il est constante, donc je peux la faire sortir. Et je remplace la longueur d de L par H. Et comme ça, je peux calculer facilement le champ ER. Donc, si lambda il est positif, le champ, on l'appelle centrifuge. Si la longueur d'onde est négative, le champ, il est centripète. Maintenant, reste à savoir le calcul du potentiel. En appliquant l'équation connue en électrostatique, CE égale à moins gradient de V, je décompose le gradient en coordonnées cylindriques, et je décompose le champ en coordonnées cylindriques, et on va faire une identification entre ER et moins la dérivée de V par rapport à R. Ça va nous donner que V de R égale à H sur 2pi epsilon 0, là il y a quelque chose qui manque, fois le log de R plus une certaine constante qu'on peut la calculer facilement par les applications des conditions. Et merci.